Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. S'il y a un problème, vous me le signalez soit dans le chat, soit en intervenant. Donc, je vais poursuivre à partir de ce point-là. Je fais, comme d'habitude, un petit rappel avant de commencer. Donc, on avait vu la semaine dernière comment se présentait, disons, en première analyse, la structure de la phrase, disons, l'ensemble ce que j'ai appelé jusqu'à présent les relations hiérarchiques qui caractérisent en fait la syntaxe d'une langue. Hein. Donc, sur ce petit schéma, à partir de la phrase, le facteur distribue le courrier à 8 heures, vous voyez bien qu'on a une structure phrase. Hein. D'abord, ça, il ne faut pas l'oublier, la phrase dans sa globalité, la phrase en tant que phrase graphique, c'est une structure, donc c'est un ensemble. Hein. Il faudra le retenir plus tard quand on parlera de la phrase complexe. Parce que du coup la phrase complexe, elle va être une structure phrase comme celle-ci, ici, le grand rectangle nommé P, mais qui va inclure d'autres rectangles nommés eux aussi P, P1, P2, etc., des subordonnées qui vont être donc des phrases à l'intérieur de la phrase principale, ou si on veut en termes de proposition, une proposition à l'intérieur, enfin, plusieurs propositions à l'intérieur d'une autre. Ici, on n'a pas de subordonnées, hein, on a simplement une structure classique de la phrase avec un groupe sujet, un groupe verbal, un groupe circonstanciel. Et le point sur lequel j'avais bien insisté, parce que c'est cela précisément la signification de l'idée de hiérarchie des constituants, c'est que, en fait, au niveau de la phrase, quand vous considérez la structure phrase, il n'y a que deux fonctions possibles, hein, la fonction sujet, la fonction complément circonstanciel. Autrement dit, puisque vous avez trois éléments dans la phrase, qui sont en fait les natures, hein, là ce sont les natures de groupes de mots, il y a le groupe sujet, le groupe verbal, le groupe circonstanciel. Bon, sachant que ici, je dis des natures, mais en réalité ce sont plutôt des groupes fonctionnels pour le groupe sujet, le groupe circonstanciel, mais enfin vous avez trois constituants, qu'il s'agisse de groupes, quelle que soit la nature des groupes, quelle que soit la façon dont on les considère, parce que le groupe sujet, certes, en tant que groupe sujet, c'est un groupe qui se caractérise par sa fonction, hein, c'est un groupe fonctionnel, mais en fait, ici, vous voyez bien, c'est un groupe nominal, ce groupe sujet. Donc, du point de vue de sa nature, c'est un groupe nominal, et le groupe circonstanciel, à midi, du point de vue de sa nature, c'est un groupe nominal prépositionnel. Hein. Bon, donc, vous avez bien trois éléments, donc, entre ces trois éléments, il n'y a que deux relations possibles. Hein. La relation entre le groupe sujet et le groupe verbal qui caractérise la fonction sujet, et puis la relation entre le complément circonstanciel et le groupe verbal. Il serait plus juste de dire, d'ailleurs, mais bon, peu importe ce détail hein, pour l'analyse, mais que la flèche qui relie le complément circonstanciel au groupe verbal, elle relie plutôt le groupe circonstanciel à l'ensemble formé par le groupe sujet et le groupe verbal. Mais peu importe ce détail, l'essentiel est de retenir que vous avez seulement deux relations au niveau de la phrase, la relation entre le sujet et le verbe, et puis le groupe circonstanciel qui s'ajoute à cela. Alors, j'avais rappelé que du point de vue, cette fois-ci, donc de la nature des mots et des groupes de mots, le groupe sujet est d'un point de vue prototypique, c'est un groupe nominal ou un pronom personnel. Et puis, j'avais rappelé les listes possibles de sujets, hein, qui sont donc les suivants, le pronom personnel, le pronom démonstratif, etc., etc., ce qui est rappelé ici. Alors attendez, je vérifie parce qu'il y a encore quelqu'un qui a pas éteint son micro apparemment. Bon, non, je ne trouve pas. Alors, ensuite, donc, nous avions fait cet exercice pour identifier les groupes sujets. J'avais d'ailleurs saisi l'occasion pour vous montrer une première fois, mais on reverra cette question, que dans certains cas, il y a des structures qu'il est préférable de supprimer de l'analyse, parce qu'on ne peut pas les analyser correctement avec les éléments dont on dispose pour l'instant. Hein, ce sont les éléments surlignés ici. Ça, c'est un point qui a l'air d'être un détail, mais en fait, c'est un point extrêmement important pour la suite. Alors,
je vous avais présenté ensuite les principales structures de groupes verbaux. Donc le groupe verbal réduit au verbe, le groupe verbal constitué d'un verbe, d'un groupe nominal prépositionnel, etc. Donc on avait vu les principaux types de groupes verbaux à complément d'objet, et ensuite les groupes verbaux attributifs, donc avec la fonction attribut du sujet, qui se distingue, le groupe verbal attributif se distingue du groupe verbal à complément d'objet par la nature du verbe en fait. Le verbe attributif c'est un pur outil grammatical, tandis que le verbe d'un groupe verbal à complément d'objet c'est un verbe qui est pris dont le sens est important, puisque non seulement il est important parce qu'il caractérise quelque chose, enfin une action, un événement, tout ce que vous voulez, mais en plus, quand il a un complément, dans la structure à complément d'objet, ce complément doit être lié au sens du verbe. Le complément est lié au sens du verbe. Par exemple, je sais pas, le verbe distribuer ici, dans le facteur distribue le courrier, le courrier fait partie de des choses qu'on peut distribuer. Donc le verbe distribuer, en tant que tel, en tant que verbe, son sens implique que seul un certain type de signification sera accepté comme complément d'objet de ce verbe. Ce verbe, comme on le dit parfois, il sélectionne des types de compléments du point de vue sémantique. Donc il y a bien un rapport de sens entre le sens du verbe et le sens du complément. Dans un instant, je reviendrai sur cette question pour justement présenter par contraste ce qu'est le complément circonstanciel. Mais là, pour l'instant, je le souligne seulement pour faire la différence entre le complément d'objet et le groupe verbal attributif. Alors, on avait donc ensuite rappelé que en plus du verbe, du groupe verbal, en plus du verbe et de ses compléments, ou du verbe attributif et de l'attribut du sujet, on peut avoir des adverbes dans le groupe verbal. Et puis nous avions travaillé à nouveau sur le texte de George Sand pour analyser, délimiter un certain nombre de groupes verbaux, où on avait constaté que dans certains cas, il faut évidemment prévoir, quand on a une subordonnée, un groupe verbal à l'intérieur d'un autre groupe verbal, par exemple. Et puis j'avais souligné à l'occasion de cet exercice et en réponse à une question qui avait été posée que les verbes au participe présent ou passé, sauf cas très particuliers qui n'apparaissent pas ici, mais ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas noyaux d'un groupe verbal. Ils ont un statut plutôt adjectival ou nominal, plutôt adjectival pour les participes passés présents, plutôt nominal pour les infinitifs. Donc on ne considère en général, sauf cas particulier de la subordonnée participiale, de la subordonnée infinitive, on ne considère comme étant noyau de groupe verbal que des verbes conjugués à un mode personnel. Alors je passe maintenant, donc on avance, je passe maintenant au complément circonstanciel. Alors le premier point qui est rappelé ici, c'est que, à la différence du complément d'objet, direct ou indirect, le complément circonstanciel n'a aucun rapport de sens avec le sens du verbe. Enfin, aucun rapport de sens. C'est compatible, mais n'importe quel complément circonstanciel est possible avec un verbe donné. C'est-à-dire que le complément circonstanciel, il donne des informations complémentaires, mais ces informations complémentaires, elles n'ont absolument rien d'impératif, et le complément circonstanciel va pouvoir donner, du point de vue sémantique, une indication concernant le lieu, la cause, le moment de l'événement, etc., etc. Donc ce caractère secondaire de l'information véhiculée par le complément circonstanciel, c'est ce qui justifie, c'est ce qui explique que ce complément soit facultatif. Par exemple, donc, comme on l'avait vu, à la fois qu'il soit facultatif et qu'il soit mobile dans la phrase. Comme je l'avais déjà indiqué, dans une phrase comme le facteur distribue le courrier à 8 heures, d'abord à 8 heures peut être supprimé, on peut dire le facteur distribue le courrier sans aucun problème.
Je peux déplacer à 8 heures au début de la phrase, au milieu de la phrase, entre le groupe sujet et le groupe verbal. Bon. Mais surtout, remarquez que quand je dis le facteur distribue le courrier à 8 heures, il se trouve qu'avec ce complément circonstanciel, j'indique je donne une indication temporelle. Hein. Mais j'aurais pu dire, j'aurais pu donner n'importe quelle autre indication. Par exemple, le facteur distribue le courrier parce que c'est son métier, donc une indication causale, ou j'aurais pu donner n'importe quel autre type d'information. Donc vous voyez que, contrairement au rapport qu'il peut avoir entre le courrier distribue, hein, où le verbe distribuer sélectionne un type de complément, là, le complément circonstanciel, il n'est absolument pas sélectionné par le sens du verbe. Hein. Le verbe distribuer, il est compatible avec à 8 heures, mais il est compatible aussi avec n'importe quel autre complément circonstanciel du point de vue, sémantique. Hein. Alors, je vais y revenir dans un instant, mais cette propriété de mobilité du complément circonstanciel, hein, on voit bien, et c'est ce qui est indiqué dans cette diapositive, que ça ne marche pas avec le complément d'objet. Hein. En général, le complément d'objet, on ne peut pas le mettre en début de phrase, etc. C'est pour cette raison, d'ailleurs, on voit bien qu'avec le verbe aller, qui pose parfois problème, parce que dans une interprétation, disons, purement sémantique du complément circonstanciel, comme étant une indication de temps, de lieu, de cause, etc. Ce qui n'est pas faux, hein. Le complément circonstanciel donne une indication de temps, de lieu, de cause. Mais il a une définition qui est d'abord syntaxique. Hein. Le complément circonstanciel, c'est d'abord le constituant au niveau de la structure de la phrase, qui est périphérique et qui est extérieur au complément d'objet et qui se rapporte, disons, à l'ensemble groupe sujet, groupe verbal. Donc, dans il va à Paris, le facteur va à Paris, il va de soi que à Paris est une indication de lieu qui est impliquée par le sens du verbe aller. Le verbe aller indique qu'on passe d'un endroit à un autre, donc l'indication de l'endroit où on va est prévue par le sens du verbe lui-même. Hein. De même que le verbe distribuer, le fait qu'on distribue un objet, quelque chose, il est prévu par le sens du verbe distribuer. Donc, dans aller à Paris est bien un complément d'objet indirect. Hein, et on le voit parce que, par exemple, non seulement on ne peut pas le supprimer, mais on ne peut pas le déplacer, etc. Du point de vue de la nature des mots et des groupes de mots, le complément circonstanciel peut être donc, comme dans l'exemple à 8 heures, un groupe nominal prépositionnel. Ça peut être un groupe nominal tout simple, hein, si je dis c'est-à-dire tout simple, je veux dire sans préposition, comme dans le cas le facteur distribue le courrier le matin. Hein, le matin, c'est un complément circonstanciel. Ça peut être un adverbe, hein, par exemple aujourd'hui, un adverbe de temps, dans le facteur distribue le courrier aujourd'hui. Et puis, bon, bien sûr, on reverra plus tard les subordonnés, mais comme toujours, je suis obligé d'anticiper un peu pour vous présenter les choses. La proposition subordonnée complément circonstanciel, hein, la subordonnée circonstancielle, par exemple, quand le jour se lève, pour une indication, disons, ici de temps, à nouveau, hein, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. D'accord ? Quand le jour se lève, c'est donc là aussi un complément circonstanciel qui donne à nouveau une indication de lieu, hein, mais cette fois-ci sous forme d'une proposition subordonnée. Alors, du point de vue sémantique cette fois-ci, donc du point de vue syntaxique, on l'a vu, hein, le complément circonstanciel, il est périphérique dans la phrase, puis donc il est supprimable, déplaçable, etc. Et du point de vue sémantique, du point de vue du sens, donc, le complément circonstanciel, il a toutes sortes de valeurs, hein, mais là on en retient trois qui sont les trois principales. Le complément circonstanciel de temps, de lieu ou de cause. Hein, ce sont les trois compléments circonstanciels, disons prototypiques. Il y en a toutes sortes d'autres, hein, qu'on verra plus tard, mais j'indique simplement ces trois-là pour l'instant, et ce sont les trois qui suffisent pour caractériser la notion de complément circonstanciel. Hein. Comme on l'a vu, par exemple, pour le groupe sujet, on donne deux exemples de nature de sujet prototypique. Hein, le pronom est le groupe nominal. Ici, pour le complément circonstanciel, je donne
trois prototypes, hein, le complément circonstanciel de temps, de lieu et de cause, qui sont là des prototypes du point de vue sémantique. Du point de vue de la nature de mots, on retrouve pour les différents cas des natures différentes. Hein. Le groupe nominal, pour le complément circonstanciel de temps, on a vu tous les cas, groupe nominal prépositionnel, adverbe proposition subordonnée, mais on peut avoir un peu la même chose avec pas forcément une aussi grande variété pour le complément circonstanciel de lieu, qui peut être un groupe nominal prépositionnel, comme dans le quartier, le facteur distribue le courrier dans le quartier, un adverbe, comme dans ici, le facteur distribue le courrier, et complément circonstanciel de cause, ici, par erreur, par exemple, dans elle m'a téléphoné par erreur, groupe nominal prépositionnel, ou bien subordonné, parce que c'est son métier. Alors, maintenant... voilà, un micro qui s'est ouvert par erreur. Je vais préciser un peu la frontière entre complément circonstanciel et complément d'objet pour que vous compreniez bien la différence avec des cas d'ambiguïté qui montrent bien ce contraste entre les deux types de compléments. Alors, prenez ces deux phrases, ils l'ont vu tomber du bateau, ils jouent à lancer la balle dans la cour. Bon, considérons d'abord la première, ils l'ont vu tomber du bateau. Alors, cette phrase, en fait, elle peut avoir deux significations différentes. Est-ce que vous voyez les deux significations possibles? Vous pouvez intervenir à distance si vous le souhaitez. Oui, est-ce que vous voyez, non? Qu'est-ce que vous comprenez dans la phrase « ils l'ont vu tomber du bateau » Comment vous la comprenez, cette phrase? Qu'est-ce que ça signifie? Si vous devez la redire d'une autre façon. Quelle est la situation qui est décrite? Ils ont vu le fait de la situation de la tombe du bateau. Alors, la personne, elle était où avant de tomber? Dans le bateau. Elle était dans le bateau et ensuite elle est tombée dans l'eau, c'est ça? D'accord. Donc, ça c'est le deuxième sens possible. Voilà le premier sens. Les personnes, donc les observateurs, ils sont sur le bateau et ils voient tomber quelqu'un, mais on ne sait pas d'où il tombe. On ne sait pas d'où il tombe. Ils l'ont vu tomber du bateau. D'accord? Dans ce cas-là, on peut dire du bateau, ils l'ont vu tomber. D'accord? Je peux, si je transforme la phrase « ils l'ont vu tomber du bateau » en disant « du bateau, ils l'ont vu tomber », il est évident que le sens obtenu est celui qui est indiqué sur cette petite illustration, c'est-à-dire les observateurs sont sur le bateau et la personne tombe, mais on ne sait pas d'où elle tombe, ni où elle tombe. Bon, alors, dans ce cas-là, j'ai pu déplacer le complément le groupe nominal prépositionnel du bateau, j'ai pu le mettre en tête de phrase. Et j'obtiens j'obtiens un sens, donc, où du bateau a une fonction de complément circonstanciel. Ça signifie que les personnes sont sur le bateau. C'est une indication de lieu périphérique. On pourrait très bien dire ils l'ont vu tomber. D'accord, ils l'ont vu tomber. Mais ce que du bateau ajoute, c'est que c'est une information dont vous remarquerez qu'elle n'a aucun rapport avec le sens du verbe tomber, puisque on dit du bateau ils l'ont vu tomber, mais on aurait pu dire pendant qu'ils étaient en train de manger ils l'ont vu tomber, donc une indication plutôt de temps. On aurait pu dire parce qu'ils ont regardé dans cette direction ils l'ont vu tomber, donc une indication de cause.
Donc vous voyez bien que du bateau, dans ce cas-là, n'a aucun rapport de sens avec le verbe tomber, puisque je peux donner n'importe quel type sémantique de complément. Hein. Donc on a bien un complément circonstanciel, sans rapport avec le sens du verbe, tomber, et déplaçable et supprimable. Si je prends maintenant le deuxième sens, qui est sans doute la lecture immédiate la plus naturelle, ils l'ont vu tomber du bateau, c'est-à-dire la personne, elle est sur le bateau, elle tombe quelque part. Donc, du bateau indique le point de départ de la chute. Hein. Alors, dans ce cas-là, la situation est complètement différente. Parce que tomber, ça signifie passer verticalement d'un point A à un point B. Donc, l'indication du point A ou du point B est prévue par le sens du verbe. Quand je dis tomber du bateau, et lorsque tomber du bateau signifie que du bateau est le point de départ de la chute, le lieu de départ de la chute, eh bien, j'ai bien un complément qui est prévu par le sens du verbe. D'accord ? Et dans ce cas-là, je ne peux plus du tout déplacer du bateau, puisque si je dis du bateau, ils l'ont vu tomber, je ne peux absolument pas obtenir cette signification où bateau est le point de départ de la chute. D'accord ? Donc, vous voyez, avec ce contraste, ils l'ont vu tomber du bateau, ils l'ont vu tomber, on voit bien qu'un même complément du bateau peut avoir un statut de complément circonstanciel ou bien un statut de complément du verbe selon le sens de la phrase, et donc selon que le complément est lié ou pas au sens du verbe. Dans la seconde interprétation, ils l'ont vu tomber du bateau est lié au sens du verbe tomber. Hein, c'est une indication de lieu prévue par le sens du verbe. Donc on va voir que, en réalité, c'est toujours avec des verbes qui indiquent des déplacements, des mouvements, qu'on a des hésitations possibles entre complément circonstanciel et complément d'aboutissement du lancé. Je vais avoir un complément d'objet indirect et je ne peux plus déplacer. Hein. Dans la cour, il joue à lancer la balle, ne peut en aucun cas signifier que la balle, elle aboutit dans la cour. Elle est lancée depuis un lieu qui n'est pas la cour jusqu'à un lieu qui est la cour. Donc, on voit bien que dans ce cas-là, dans la cour est prévu par le sens du verbe lancer. Hein, lancer la balle dans la cour. Bon, là, ça fonctionne, c'est un verbe à l'infinitif, mais comme il est sous la dépendance de jouer, ça fonctionne bien quand même, hein, c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'en tenir compte, mais simplement, vous voyez bien que l'idée de lancer quelque chose, c'est le faire passer d'un endroit X à un endroit Y, et si votre complément, il indique l'endroit X ou l'endroit Y, forcément, ça fait partie du sens du verbe, c'est impliqué par le sens du verbe, donc c'est un complément d'objet indirect. Hein. Alors, oui, ça, je fais une petite parenthèse sur l'espagnol, parce que comme il y a beaucoup d'étudiantes espagnoles, une année antérieure, j'avais demandé aux étudiants de me faire une petite synthèse sur ce qu'ils apprenaient à l'école, eux, au sujet des compléments. Alors, juste pour pointer les différences, bon, il est possible qu'il y ait des petites erreurs dans ces diapositives hein, que j'ai reprises de ce que les étudiantes m'avaient transmis. La seule particularité pour le complément direct, c'est que dans le cas où on a une référence à la personne, on a une espèce de préposition comme à dans je regarde Pablo, ou en français on a évidemment un complément d'objet direct, mais là on a un complément d'objet direct avec un à prépositionnel, donc ça c'est une particularité, une spécificité de l'espagnol. D'ailleurs bon, je me suis pas trop posé la question, mais il n'est pas sûr que le statut de ce à soit vraiment un statut prépositionnel, mais peu importe. Ensuite, on a le complément indirect, hein, qui est la même chose qu'en français. On a le complément de régime, alors qui a une particularité et qui s'emploie dans certains cas correspondant à une pronominalisation en. Hein. Par exemple, il ne s'est pas souvenu de mon anniversaire, il ne s'en est pas souvenu. Donc en réalité, là, vous voyez, dans la grammaire de l'espagnol, on va faire une différence entre la pronominalisation du complément d'objet indirect, il lui a donné les clés, il a donné les clés au gardien, il lui a donné les clés, et je me souviens de mon anniversaire, je m'en souviens. Donc dans la mesure où il y a deux pronominalisations différentes, on va
dire qu'il y a deux fonctions différentes. Donc vous voyez, c'est une solution hein, dans la grammaire scolaire, mais le français n'a pas fait ce choix. Il traite indifféremment les deux situations, quel que soit le mode de pronominalisation. Ensuite, l'attribut, c'est la même chose qu'en français. Le complément circonstanciel, alors d'après ce que me disaient les étudiantes les années précédentes, eux ont appris à l'école qu'une structure comme à Paris, c'est un complément circonstanciel dans je vais à Paris. Hein, tout simplement parce que dans ce cas-là, le complément circonstanciel est défini d'une manière purement sémantique et pas syntaxique. C'est-à-dire qu'on appelle circonstanciel chaque fois qu'il y a une indication de temps, de lieu, etc., quelle que soit la structure syntaxique. Bon, mais c'est une définition différente du complément circonstanciel. Dans la grammaire, disons, enfin, disons la grammaire française scolaire et même universitaire hein, a pris cette décision d'adopter une définition syntaxique du complément circonstanciel parce qu'elle est plus cohérente pour décrire donc la syntaxe de la phrase. Et du coup, une structure comme je vais à Paris est mise sur le même plan que je parle à mon frère. Et est mise sur un plan différent de je travaille à Paris, par exemple. Voilà, alors, quelques conclusions sur cette notion de complément. Donc, il y a une distinction très importante à comprendre entre les deux types de compléments, complément d'objet direct ou indirect, et puis complément circonstanciel. Donc, d'un côté, les compléments d'objet, et de l'autre, les compléments circonstanciels. Hein. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est la structure de la phrase qui se joue dans cette différence. Alors on a vu avec les exemples du type il joue à lancer la balle dans la cour ou ils l'ont vu tomber du bateau que dans certaines phrases il y a des ambiguïtés, c'est-à-dire la phrase a deux sens possibles et puis l'analyse, ces deux sens reposent sur une confusion éventuelle entre complément du verbe et complément circonstanciel. Il y a des cas où on peut hésiter, hein, ça c'est sûr, mais pour l'instant, on en verra peut-être avec des textes, mais il y a des cas où on peut hésiter entre le complément circonstanciel et le complément d'objet. On a vu aussi qu'il peut y avoir des différences entre les traditions grammaticales. Bien, alors avant de passer à une application sur cette analyse de la structure de la phrase en trois grands groupes, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non? Bon, alors, je vous propose un petit exercice. Alors, compte tenu du fait que l'interaction en ligne est quand même d'une grande médiocrité, je vais, disons, corriger l'exercice directement. Je vous laisserai quelques secondes de réflexion, mais ce sera trop compliqué, je pense, de vous donner la parole à chaque fois. On peut essayer, mais bon, on va essayer quand même. Alors, donc il y a deux exercices qui sont exactement du même type, qui sont tirés de ce livre-là, qui est un livre que j'avais écrit il y a assez longtemps, mais qui reste tout à fait pertinent pour ce genre de questions. D'ailleurs, dans ce livre, si vous le trouvez en bibliothèque, comme c'était un livre plutôt de linguistique pour des étudiants en linguistique et pas un livre destiné à l'enseignement de la grammaire dans une situation de français langue maternelle ou de français langue étrangère, j'utilisais plutôt syntagme nominal, syntagme verbal, etc., plutôt que groupe sujet, groupe verbal. Mais ça n'a aucune importance, ça revient exactement au même. Alors, voilà, donc là, le but est de s'entraîner à la distinction groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, dans des cas relativement simples, mais quand même, l'idée c'est que vous ne puissiez plus jamais voir une phrase sans identifier immédiatement ces trois constituants, enfin deux ou trois, parce que parfois, évidemment, il n'y a pas de groupe circonstanciel. Donc par exemple, je prends les deux premières phrases. Les vitrines cassées témoignent encore des affrontements du week-end. Donc ici, on a donc un groupe sujet, hein, les vitrines cassées, qui donc est le sujet du verbe témoigner. Et puis, on a le groupe verbal témoigne des affrontements du week-end, hein, témoigner de quelque chose. On a l'adverbe encore qui fait partie du groupe verbal. Et des affrontements du week-end, sans faire le détail de l'analyse, mais voyez bien que tout cet ensemble des affrontements du week-end est un groupe nominal COD du verbe témoigner.
Bon, tout simplement, on a un verbe noyau, un nom noyau affrontement et puis un complément du nom du week-end. Bon, donc, en résumé, on a la structure groupe sujet plus groupe verbal ici. Groupe sujet, les vitrines cassées. Groupe verbal, témoigne encore des affrontements du week-end. En revanche, dans la deuxième phrase, ce week-end, virgule, les vitrines cassées témoignaient encore de la violence des affrontements. Ici, il faudra décomposer en trois éléments. On va avoir un groupe circonstanciel ce week-end que je peux supprimer, que je peux déplacer. Je peux dire les vitrines cassées témoignaient encore de la violence des affrontements ce week-end. Je peux le mettre à la fin de la phrase. Je peux même le mettre au milieu ici, témoigner encore ce week-end de la violence des affrontements. Je peux le déplacer très facilement. Donc, je peux le déplacer, je peux le supprimer. Alors, remarquez que la suppression n'est souvent pas un critère suffisant. Par exemple, dans la première phrase, j'aurais pu supprimer du week-end. C'est pas parce que vous pouvez supprimer quelque chose que c'est un complément circonstanciel. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, il y a plein de choses, vous pouvez supprimer l'adverbe encore, c'est pas pour autant que c'est un complément circonstanciel, c'est un critère qui est évidemment nécessaire pour le complément circonstanciel, mais qui n'est pas du tout suffisant. Bon, donc, au total, pour cette deuxième phrase, on aura ce week-end groupe circonstanciel, les vitrines cassées, groupe sujet, et témoigne encore de la violence des affrontements, groupe verbal. D'accord ? Alors, la troisième phrase, est-ce que vous voulez bien vous en charger, puisque vous êtes ici? L'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes paraît assuré d'arriver en tête du premier tour de scrutin. Donc le sujet, c'est l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes. Oui, tout à fait. Donc c'est le groupe sujet, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes. Voilà, tout à fait. Le reste, c'est le groupe verbal. Quatrième phrase. Arrivé en tête du premier tour de scrutin, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes a prononcé un discours très modéré. Alors là, il y a un petit piège parce que vous pourriez être tenté d'analyser arrivé en tête du premier tour de scrutin comme un complément circonstanciel, mais en réalité c'est une apposition au groupe nominal, et voyez que de toute façon, tout bêtement, vous ne pourriez pas le mettre en fin de phrase. Vous ne pourriez pas dire « l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes a prononcé un discours très modéré, arrivé en tête du premier tour du scrutin ». C'est absolument impossible. Donc en fait, on verra ça, c'est une apposition, mais ça fait partie du coup du groupe sujet. Donc on a le groupe sujet, arrivé en tête du premier tour du scrutin, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes. Bon, tout ça, ça va être groupe sujet, a prononcé un groupe très modéré, groupe verbal. Donc il faut bien faire attention, là c'est parfaitement supprimable bien sûr, arrivé en tête du premier tour de scrutin, mais ça ne peut pas être déplacé. En revanche, si j'avais eu parce qu'il est arrivé en premier, alors que c'est très proche du point de vue du sens, mais du point de vue syntaxique c'est complètement différent. Si j'avais parce qu'il est arrivé en tête du premier tour de scrutin, alors là j'avais un complément circonstanciel, je pouvais le mettre en fin de phrase. Je pouvais très bien dire l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes a prononcé un discours très modéré parce qu'il est arrivé en tête du premier tour du scrutin. D'accord ? Évidemment, ça ne veut pas du tout dire la même chose, mais ça permet d'avoir un contraste entre une structure syntaxique du type donc apposition au sujet, donc qui finalement fait partie du groupe sujet, d'une certaine façon, si l'on veut, en tout cas, c'est pas un complément circonstanciel, et puis la structure de complément circonstanciel avec une subordonnée causale parce que. Alors, ensuite, la cinquième phrase, à Paris, chacun prend cette tâche particulièrement au sérieux. Alors ici, on va avoir chacun un groupe sujet, prend cette tâche particulièrement au sérieux qui va être le groupe verbal, et à Paris qui va donc être un groupe circonstanciel. Je peux le déplacer, je peux dire chacun prend cette tâche particulièrement au sérieux à Paris.
Chacun à Paris prend cette tâche particulièrement au sérieux. Je peux le déplacer, je peux le supprimer. Il n'a cette indication, j'ai oublié de le préciser dans les cas précédents, mais je peux aussi vérifier que l'élément que j'analyse et que je suppose être un complément circonstanciel, je peux vérifier qu'il n'a pas de rapport de sens obligatoire avec le sens du verbe. Hein. Par exemple, ici, à Paris, par rapport au verbe prendre, n'a aucun rapport d'obligation. Le complément à Paris n'est pas du tout lié au sens du verbe prendre. Bon, sixième phrase, le prix des carburants risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre dans les jours à venir. Bon, alors ici, on va avoir le prix des carburants, groupe sujet, risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre, groupe verbal, dans les jours à venir, groupe circonstanciel. Encore une fois, le groupe circonstanciel, je peux le supprimer, je peux dire le prix des carburants risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre. Je peux le déplacer, je peux dire dans les jours à venir, le prix des carburants risque d'augmenter. Et enfin, je vois que dans les jours à venir, cette indication de temps n'a aucun rapport de sens avec le verbe, le groupe verbal risque d'augmenter. Ensuite, chaque jour, il vient assister aux assemblées générales. Bon, chaque jour, il vient assister aux assemblées générales. Groupe sujet, il, qui est un pronom. Oui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les groupes sujets étaient à chaque fois des groupes nominaux. Hein. L'ancien... Ah non, il y avait chacun, pronom indéfini. Bon, ici, il, donc un sujet qui est un pronom, vient assister aux assemblées générales, groupe verbal, hein, assister à quelque chose, et puis chaque jour, groupe circonstanciel, d'accord ? Je peux dire, il vient assister aux assemblées générales chaque jour. Là, je ne peux pas le mettre entre le sujet et le verbe à cause du fait qu'on a un pronom. Je ne pourrais pas dire il chaque jour vient assister aux assemblées générales. Mais si j'avais un pronom, au lieu d'un pronom personnel, si j'avais un groupe nominal sujet, par exemple je sais pas, Pierre, hein, par exemple, Pierre chaque jour, le prénom Pierre, Pierre chaque jour vient assister aux assemblées générales. Hein. Je pourrais très bien le placer entre le groupe sujet et le groupe verbal. Donc, je peux le déplacer, je peux le supprimer, ça n'a à nouveau aucun rapport de sens avec le sens du verbe, donc c'est un complément circonstanciel. Huitième phrase, chaque jour, aux assemblées générales, il vient commenter les réactions de la presse. Alors ici, on va avoir deux compléments circonstanciels. Hein. Alors on ne le précise pas dans la structure de la phrase quand on dit qu'on a un groupe nominal, un groupe sujet, un groupe verbal, un groupe circonstanciel. Mais l'idée de dire qu'on a une structure groupe circonstanciel n'exclut absolument pas le fait qu'on puisse en avoir plusieurs, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut en avoir un ou plusieurs, mais ça ne change absolument rien à la structure, en fait, d'avoir un ou plusieurs groupes circonstanciels. On peut dire qu'on a un constituant groupe circonstanciel qui se subdivise en deux éléments. Par exemple, ici, on va dire donc dans la phrase 8 que il est à nouveau un pronom personnel sujet, vient commenter les réactions de la presse, groupe verbal, et puis on a un groupe circonstanciel qui se décompose en deux sous-groupes circonstanciels, si on veut, chaque jour, d'une part, et aux assemblées générales, d'autre part. Hein. Et là encore, on pourrait déplacer les éléments sans trop de difficulté. Neuvième phrase, cette action s'inscrivait dans un contexte particulier. Alors là, on pourrait tenter, en raison de la préposition dans, d'analyser dans un contexte particulier comme un complément circonstanciel. Mais non. D'abord, ce serait très difficile à supprimer. Hein, cette action s'inscrivait, ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas le déplacer en début de phrase. Dans un contexte particulier, cette action s'inscrivait, c'est extrêmement bizarre. Donc, on ne voit pas bien comment on pourrait déplacer cela en début de phrase. Et enfin, vous voyez que s'inscrire, le verbe s'inscrire dans ce sens-là,
quelque chose s'inscrit dans quelque chose, l'indication de ce dans quoi ça s'inscrit est prévue par le sens du verbe s'inscrire. Donc, dans un contexte particulier, est bien un complément d'objet indirect. Donc ici, on a groupe sujet, cette action, un groupe nominal, et le groupe verbal s'inscrivait dans un contexte particulier. Et enfin, 10e phrase, depuis plusieurs mois, toutes les manifestations que nous avons pu faire sont restées sans écho. Donc, ici, on va avoir un groupe circonstanciel depuis plusieurs mois, groupe sujet, toutes les manifestations que nous avons pu faire. Alors, dans ce groupe sujet, il y a une subordonnée, hein, qui est voilà, une subordonnée relative ici, qui, bon, bien sûr qu'on pourrait la supprimer, on pourrait dire toutes les manifestations sont restées sans écho, mais évidemment que vous ne pourriez pas la mettre en début de phrase, etc. Donc encore une fois, ça n'est pas parce que vous pouvez supprimer quelque chose que c'est un complément circonstanciel. Donc on a bien toutes les manifestations que nous avons pu faire, groupe sujet, sont restées sans écho, groupe verbal, et depuis plusieurs mois, groupe circonstanciel. Hein, à nouveau, on peut le mettre à la fin de la phrase, toutes les manifestations que nous avons pu faire sont restées sans écho, etc. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice ? Non, pas particulièrement. Alors, je vais vous proposer un autre exercice du même type qu'on ne va pas faire maintenant, qu'on corrigera au début de la prochaine séance. Donc vous le retrouverez, cet exercice, dans le PowerPoint que je vais mettre en ligne. Hein. Alors, on poursuit avec une autre série d'exercices. Alors là aussi, bon, on va peut-être... c'est quand même plus intéressant si vous y réfléchissez vous-même, plutôt que je vous donne la réponse immédiatement, mais ce sont toutes des phrases dans lesquelles il y a une ambiguïté qui repose sur la distinction entre complément d'objet, direct ou indirect, mais plutôt indirect la plupart du temps, et complément circonstanciel. Alors, on peut jeter un coup d'œil sur les premiers exemples. Les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris. Est-ce que vous voyez un petit peu quels sont les deux sens possibles de cette phrase ? Hein, les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris. Ah, attendez, je vois que j'ai par erreur... Voilà, j'avais coupé le microphone, je le remets. Donc, la question ici, sur la première phrase, les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris, c'est de dire d'abord quels sont les deux sens possibles de cette phrase. Ils envoient une lettre de Paris à quelqu'un d'autre, et l'autre, c'est qu'ils envoient une lettre à quelqu'un qui habite à Paris. Alors, une lettre de Paris à quelqu'un d'autre. Oui, c'est-à-dire que ils envoient. Vous voulez dire que les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris. C'est qu'ils sont à Paris, ils envoient une lettre, on ne sait pas à qui, on ne sait pas où. D'accord ? Ils sont à Paris et ils envoient une lettre quelque part, mais on ne sait pas où, on ne connaît pas le lieu de destination de la lettre. Ou bien, ils envoient une lettre dont la destination, dont le destinataire réside à Paris. D'accord ? Bon, alors, une fois qu'on a identifié ces deux significations, il reste à savoir dans quel cas j'ai le complément circonstanciel et dans quel cas j'ai le complément d'objet indirect. Alors, est-ce que vous pouvez le dire ? Ou faire au moins une hypothèse, une supposition. Essayez de mettre à Paris en début de phrase, ça va tout de suite vous aider.
Qu'est-ce que ça signifie si je dis « À Paris, les enfants envoient chaque mois une lettre ». Forcément, ça signifie qu'ils sont à Paris, hein, et qu'on ne sait pas où ils envoient la lettre. Donc dans ce cas-là, c'est le complément circonstanciel. En revanche, on ne peut pas, si on met à Paris en début de phrase, on ne peut pas obtenir le sens qu'ils sont à Paris quand ils envoient la lettre, mais dans le cas donc où la phrase signifie que à Paris est le lieu où on envoie la lettre, j'ai le complément d'objet indirect. Pourquoi ? Parce que d'abord, encore une fois, je ne peux pas obtenir cette signification si je mets à Paris en début de phrase. Et puis par ailleurs, quand je dis que à Paris est le lieu de destination de l'envoi, vous voyez, je fais à chaque fois le même raisonnement. Ça veut dire que je considère à Paris comme faisant partie des compléments de envoyer. Puisque envoyer quelque chose, c'est envoyer quelque chose depuis un certain lieu jusqu'à un autre lieu. Ça, c'est le sens, c'est le concept d'envoyer qui est comme ça. Hein. Donc, quand je dis j'envoie et puis j'indique le lieu où j'envoie, le lieu de destination de mon envoi, j'indique quelque chose qui est prévu par le sens du verbe envoyer. Donc, dans ce cas-là, j'ai un complément d'objet du verbe. Hein. Alors que quand je dis que j'interprète la phrase avec « à Paris » qui signifie qu'ils sont à Paris quand ils envoient une lettre, je pourrais très bien remplacer « à Paris » par « ils envoient chaque mois une lettre quand ils ont le temps ». C'est-à-dire par n'importe quelle autre indication entrant dans la catégorie des circonstances, hein, donc de temps, de lieu, de cause, etc., mais sans aucun rapport avec le sens du verbe envoyer. C'est-à-dire que j'indique, par rapport au verbe envoyer, que j'indique quand j'envoie, que j'indique pourquoi j'envoie, que j'indique quel temps il fait quand j'envoie, que j'indique n'importe quoi. Toutes ces choses-là, je pourrais les indiquer pour n'importe quel autre verbe que envoyer. Ça n'a aucun rapport avec le sens du verbe envoyer. C'est ça le complément circonstanciel. C'est vraiment quelque chose, une indication qui est rajoutée à l'ensemble groupe sujet groupe verbal, sans que ce soit impliqué par le sens du verbe. Hein. Donc voilà, j'insiste parce que c'est quand même vraiment quelque chose, si on veut comprendre ce que c'est qu'un complément d'objet, qu'un complément du verbe, un complément d'objet direct ou indirect, mais il faut vraiment comprendre ce lien entre le complément d'objet et le sens du verbe. Hein. Et donc faire ainsi la différence avec le complément circonstanciel qui lui est détaché, est complètement périphérique par rapport au sens du verbe et n'a pas de lien sémantique avec le verbe. Bon, alors écoutez, je vais être obligé de m'arrêter là parce que je ne sais plus si on vous l'a précisé, mais j'ai eu une réunion donc je ne peux pas faire court jusqu'à 10h comme d'habitude. Donc est-ce que vous avez, avant qu'on se quitte, des questions, des remarques à nouveau ? Bon, alors écoutez, la semaine prochaine, on commencera le cours par corriger, d'une part, le second exercice sur la décomposition groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc je vous invite à préparer cela. Je vous interrogerai les uns après les autres et ce sera plus intéressant. Et de même, pour ce petit exercice sur l'ambiguïté, ah oui, j'ai oublié de vous indiquer que j'avais donné la diapositive sur la réponse à la question sur l'ambiguïté pour la phrase « les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris ». Et donc, là aussi, si vous avez le temps, essayez de préparer, de réfléchir à l'ambiguïté de chacune de ces phrases pour qu'on corrige ça en début de séance la semaine prochaine et essayer de voir, bien sûr, en fait il faut procéder en deux étapes. D'abord, il faut simplement intuitivement essayer de bien distinguer par une explication, pas du tout grammaticale, mais juste une explication de sens, quelles sont les deux significations de la phrase. Et ensuite, une fois qu'on a identifié les deux significations de la phrase, on essaie de dire
pour quelle signification j'analyse mon groupe comme complément d'objet indirect et pour quelle signification je l'analyse comme complément circonstanciel. Sachant que l'outil qui va être le plus facile pour discriminer les deux significations, c'est le déplacement du circonstant éventuel, enfin du constituant sur lequel on s'interroge, parce que ce déplacement, s'il est possible, il sélectionne l'interprétation complément circonstancielle. Donc évidemment, c'est cela qu'il faut utiliser en priorité. Voilà, et bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ni remarques, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, merci. Voilà. Alors, est-ce que ça a enregistré? Ouais, c'est pas sûr. Pourquoi je le vois pas là? Arrêt de l'enregistrement. Ah oui, il faut que je fasse arrêt de l'enregistrement. Fichier, afficher les enregistrements. Ah voilà, normalement c'est là. Ouais, mais le problème, j'ai l'impression, ouais, ça n'a pas analysé. Ça, vous voyez, ça prend pas les diapos. Ben oui, mais j'ai déclenché l'enregistrement, mais comme j'ai pas pensé, on a coupé et repris, ça n'a pas enregistré sur Zoom. Oui, parce que normalement on peut enregistrer sur Zoom. Ouais. Oui. Avec le diapo et l'activation. Ouais, ouais. Non, bah bon, tant pis. Hein. Il y aura juste le diaporama avec l'enregistrement. Encore une fois. Vraiment, je